Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie. Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Ce que vous voulez dire, c'est que ce pourrait être une sorte de chaînon manquant. Ça demande quand même pas mal d'imagination. Une variante de la théorie de Darwin. Mais il n'y a aucune preuve de ça. 5e épisode, l'énigme de l'homme congelé du Minnesota. Avec dans les rôles principaux, Bernard Heuvelmans, l'inventeur de la cryptozoologie, qui a étudié pendant 3 jours un homme-singe inconnu enfermé dans un bloc de glace. Nous l'avons regardé stupéfait, plutôt curieux, je dirais, en se disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Michel Sartori, le directeur du musée de zoologie de Lausanne. Il est persuadé que ce qu'il a vu était un vrai homme préhistorique. Il me disait « Michel, c'est pas possible que ça soit un faux. Tout me fait dire que cette tête que j'avais en face de moi était réelle. » Et David Deroy, réalisateur du documentaire Bernard Heuvelmans, rebelle de la science. On lui rionnait naturellement. Un scientifique qui découvre un homme singe dans un bloc de glace, ça prête à sourire. La dernière théorie de l'évolution est que leurs descendants se sont scindés en 2 directions. L'une menant aux grands singes comme chimpanzés, orang-outans, etc. et l'autre menant à l'homme. Supposez qu'il y ait eu une 3e branche. Cette terre se trouvait dans une sorte de cercueil réfrigéré, avec une glace au-dessus, et dans un bloc de glace, mais qui avait été soigneusement, je dirais, raboté pour ne laisser qu'une fine couche de glace, donc on le voyait très bien, et surtout avec des projecteurs, etc. J'en ai fait une grande quantité de photos, pas assez à mon avis, parce que moi j'étais convaincu qu'on le saisirait peu après, mais j'en ai fait assez pour pouvoir faire des reconstitutions que j'ai par la suite étudiées pendant 4 ans avant de publier mon livre sur l'homme de Néandertal. Alors, Sanderson et moi, nous étions effarés. C'était un être qui mesurait environ un peu plus d'1,80 m, qui était velu de la tête aux pieds comme un gorille, dont la peau était très blanchâtre, le visage étrange avec un nez écrasé comme aucun hominidé n'a jamais eu. C'était plutôt comme ce qu'on appelle le Rhinopithèque roxellan. D'autres détails étaient très frappants. C'était la grandeur des mains et la longueur des doigts. Et puis les orteils surtout, qui étaient tous recourbés vers le bas. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Bernard Heuvelmans, qui décrit peut-être la plus grande découverte de sa carrière. Biologiste et zoologiste belge, Heuvelmans invente dans les années 50 une nouvelle discipline, la cryptozoologie, qui s'intéresse à l'étude des animaux cachés inconnus de la science. Il ne se doutait pas qu'un jour, dans les années 60, il serait confronté à un spécimen incroyable, une sorte d'homme-singe congelé dans un bloc de glace et exposé dans des fêtes foraines aux États-Unis. Cette histoire étonnante allait changer pour toujours la vie de Bernard Heuvelmans et faire la une de tous les journaux de l'époque avec ce titre accrocheur, l'affaire de l'homme congelé du Minnesota. L'homme congelé du Minnesota, c'est l'histoire de la cryptozoologie. Michel Ballot,
chercheur indépendant et cryptozoologue. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'homme pongoïde. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'histoire résumée de l'homme congelé ? Alors, l'homme congelé du Minnesota, c'est une histoire absolument incroyable qui débute, comme son nom l'indique, au nord des États-Unis. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Nous sommes à l'automne 1967 et ce jour-là, l'herpétologue Terry Cullen assiste dans la ville de Milwaukee à un bien étrange spectacle. Là, il y a un dénommé Frank Hansen qui expose au public une étonnante créature conservée dans un bloc de glace, le tout placé dans une sorte de cercueil réfrigéré. Et pour avoir l'insigne honneur d'admirer cet effrayant bipède, il faut avant tout payer la somme de 25 cents. Alors Terry Cullen est très impressionné par ce qu'il voit et il décide de contacter plusieurs naturalistes parce que cette créature en fait le trouble, le dérange. Elle lui semble étrangement authentique. Et il se dit, en bon naturaliste qu'il est, qu'elle mériterait d'être examinée par des spécialistes. Mais voilà, hélas, aucun des experts qu'il va appeler, qu'il va solliciter, ne va répondre à sa demande. Terry Cullen ne se décourage pas et décide d'appeler Ivan Sanderson, un biologiste américain versé dans la cryptozoologie. En effet, il est l'auteur d'un best-seller intitulé Abominable Snowmen, Legend Come to Life, traduit en français par Hommes des neiges et hommes des bois, les primates ignorés du monde. Le 9 décembre 1968, Terry Cullen finit par joindre Sanderson au téléphone. Il lui parle de cette créature singulière exhibée de foire en foire. D'ailleurs, il l'a vue dernièrement à l'exposition internationale du bétail à Chicago. Il précise qu'il s'agit là d'un être velu, d'aspect humain, qui est présenté dans un bloc de glace. L'humanoïde mesure environ 1,50 m et 1,65 m. Il a une crête sagittale sur le dessus de la tête. Son gros orteil n'est pas opposable, comme les primates. L'arrière de son crâne est défoncé et de la cervelle en sort. Le cadavre est présenté au public comme celui d'un homme conservé dans la glace depuis des siècles, peut-être un homme préhistorique rescapé de l'ère glaciaire, donc que du sensationnel. Coïncidence. Le jour de l'appel de Terry Cullen, Sanderson a invité dans sa maison du New Jersey l'un de ses amis, l'éminent naturaliste belge Bernard Heuvelmans, père de la cryptozoologie. Les deux hommes évidemment sont intrigués par le récit de Terry Cullen. Et le samedi 14 décembre 68, Sanderson propose alors à Heuvelmans de l'accompagner dans le Middle West pour y examiner et éventuellement identifier le cadavre de cet être velu. Les deux savants vont devoir traverser les États-Unis pour aller étudier ce spécimen. Bernard Heuvelmans raconte cette aventure rocambolesque au micro de Jacques Chancel pour l'émission Radioscopie en 1980. J'étais aux États-Unis pour le lancement de mon livre précédent. Bernard Heuvelmans, inventeur de la cryptozoologie. Et étant là chez un ami et collègue de longue date, Ivan Sanderson, qui s'est occupé également de ces problèmes et qui avait écrit un grand livre sur l'homme des neiges aux États-Unis. C'était, peut-on dire, le grand spécialiste de ces problèmes aux États-Unis. Je me trouvais chez lui. Un correspondant à Sanderson disait « J'ai vu une sorte d'homme des neiges dans une foire commerciale. » Dans une baraque foraine. Dans une baraque foraine. Maintenant, les foires américaines ne sont pas du tout du type de la foire du trône ici. Ce sont plutôt des foires commerciales dans lesquelles il y a une partie qui est réservée à ou des curiosités ou bien des jeux. Et c'est dans une de ces sections que ce monsieur Cullen avait vu ce qu'il considérait une sorte de yéti. Un homme velu, congelé. Alors,
il disait, je vais essayer de trouver quel est le propriétaire de ce spécimen, et je vous rappellerai. Et moi, j'étais parti à New York dans l'entretemps, parce que ça se passait dans le New Jersey, et Ivan m'a téléphoné un jour à New York, et m'a dit, écoute, viens, j'ai l'adresse du propriétaire du spécimen, veux-tu venir avec moi pour essayer de l'identifier? C'est dans le Minnesota. Je dis, bon, ben, quand prenons-nous l'avion? Ivan me dit, moi, je ne prends pas l'avion, j'ai beaucoup trop peur en avion. Lui qui a parcouru le monde, pourtant, il s'est toujours déplacé en voiture ou en pouce-pouce. Et il dit, non, allons en voiture, ce qui faisait pas mal de jours de voyage. Je dis, bon, ça me permettra de connaître une partie du pays que je ne connais pas. Et nous sommes partis un beau matin, nous avons roulé des jours et des jours. Et puis finalement, on est arrivé, on a eu beaucoup de peine à trouver la ferme, en fait, la maison de campagne de ce monsieur Hansen, Frank Hansen, qui nous a reçus très gentiment et qui d'abord a discuté longuement avec nous en disant « mais je ne tiens pas à avoir de publicité », ce qui nous paraissait très, très bizarre. Il avait tendance à sous-estimer son spécimen. Il m'a dit « vous savez, c'est sans doute, j'ai acheté ça à Hong Kong, c'est sans doute une sorte de trucage chinois. Vous savez, les Chinois sont tellement habiles pour fabriquer des petites sirènes. » Frank Hansen, le propriétaire de l'homme congelé, a d'abord prétendu l'avoir acheté en Chine. Plus tard, il racontera d'autres versions bien différentes pour expliquer l'acquisition de cette dépouille. Selon les dires de Frank Hansen, le propriétaire, l'énorme bloc de glace et son contenu auraient été repêchés par un chalutier russe flottant au large de Kamtchatka, ou plus vaguement dans la mer de Bering. Egon Kragel. Le capitaine du navire aurait d'abord pensé que le morceau de glace contenait un phoque gelé accidentellement, mais lorsque ce bloc a fondu, il a alors découvert stupéfait une étrange créature simiesque. Mais hélas, le chalutier a dû faire une escale forcée en Chine et tout son chargement fut confisqué par les autorités portuaires. Le bloc de glace a disparu durant de longs mois, mais contre toute attente, il ressurgit à Hong Kong, proposé au plus offrant comme article de contrebande, et c'est là visiblement que son propriétaire dit l'avoir acquis. Lorsque Wellmans rentre dans cette grande caravane roulotte où est exhibée cette créature, eh bien, pour Wellmans, c'est le choc. Michel Ballot. Wellmans dira « Une émotion intense à soudain me trouver en présence d'un évadé de la préhistoire. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à chercher le sarcophage de saint François d'Assise et que brusquement, on vienne vous le proposer avec le corps préservé de l'intérieur. » Eh bien, qu'est-ce que voit Wellmans? Il voit, dans une sorte de linceul de glace, dans un cercueil de glace, vitré, d'un peu plus de 2 mètres de long, un être, et il dira tout de suite que cet être n'est pas un singe, c'est incontestablement un homme, mais aussi velu qu'un gorille ou qu'un chimpanzé. Le spécimen se trouvait dans une roulotte. Egon Kragel. Étendu dans une sorte d'énorme cercueil réfrigéré, mesurant intérieurement 2,20 mètres de long et 90 cm de large. Celui-ci était éclairé à l'intérieur par des tubes fluorescents disposés latéralement. Et une quadruple couche de verre épais en tenait lieu de couvercle afin de permettre l'examen. Le spécimen est cependant bien visible et de nombreux détails peuvent être nettement vus à travers une glace par endroits, aussi claire que du cristal. En certains points, toutefois, il est nécessaire de se servir d'une torche électrique ou d'un spot pour arriver à distinguer de simples contours. Ivan et moi, nous l'avons regardé stupéfait. Bernard Heuvelmans, père de la cryptozoologie. Plutôt curieux, je dirais, en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Comment diable a-t-on pu fabriquer cela? On cherchait la faille, en fait, pour voir comment ça avait pu être truqué. Et nous avons passé des heures à l'examiner. Il avait une très grosse tête par rapport à notre tête.
C'est-à-dire, sa tête n'est pas plus grosse, mais la surface du visage est beaucoup plus grande. En fait, le visage occupe toute la tête. Voyez-vous, comme le front, en fait, n'existe pas, il est fuyant. Par conséquent, toute la face envahit, je dirais, la tête. Donc, la tête n'est pas plus grande que la nôtre, mais le visage est beaucoup plus grand. Et ce qui est très frappant, c'est un nez tout à fait retroussé, vraiment, le nez en trompette, assez ridicule d'ailleurs, avec les narines circulaires et ouvertes vers l'avant. Le spécimen semble être dans un état de conservation remarquable. Là où du sang est visible, il a gardé la coloration vive du liquide frais. Mais cet état de fraîcheur parfaite n'est qu'illusoire, comme j'ai pu le constater. Du coin du cercueil vitré le plus proche du pied gauche, s'échappait en effet l'odeur écœurante d'un cadavre en décomposition. Sans doute les joints à cet endroit n'étaient-ils pas hermétiques. Il y avait cette forme étrange des pieds beaucoup plus larges que les nôtres, parce que son pied était à peu près 2 fois plus large que le mien. Les mains énormes, vraiment gigantesques, on peut le voir sur les photos. Et aussi ce nez étrange que je n'ai jamais vu à aucun être humain, l'absence de menton, l'absence de front visible, le front fuit aussitôt derrière les arcades sourcilières. Le spécimen se présente à première vue comme un homme, ou si l'on préfère un être humain adulte de sexe masculin, de taille et de proportion à peu près normales, environ d'1,80 m. Toutefois, il est excessivement et extraordinairement velu, excepté la face, la paume des mains, la plante des pieds et les organes génitaux. Il est entièrement couvert de poils d'un brun très foncé, long de 7 à 10 cm. Sa peau est de la couleur cireuse caractéristique des cadavres d'hommes de race blanche, caucasoïdes, non tannés par le soleil. La disposition des poils était tout à fait différente de celle des hommes, des velus humains. Chez nous, les poils se développent particulièrement là où nous en avons déjà beaucoup, par exemple au milieu de la poitrine, sous les bras, autour du sexe. Tandis que chez cet être-là, au contraire, et oui, sur le bas du visage, bien entendu aussi. Or, chez cet être-là, c'était exactement le contraire. D'abord, il a le visage entièrement nu, il a quelques petits poils éparpillés sur les joues et sur le dessous du nez, mais il a le milieu de la poitrine, il a une sorte de raie, plutôt au milieu de la poitrine, comme un chimpanzé. Sous les bras aussi, les poils ont tendance à s'écarter, et autour du sexe, il n'est pas particulièrement velu. Dans l'ensemble, le pelage fait penser à celui d'un chimpanzé, pas du tout à une fourrure dense comme celle d'un ours, par exemple. Cet homme velu est couché sur le dos. La jambe gauche semble entièrement étirée, avec le pied étendu dans son prolongement. La jambe droite est sensiblement repliée vers le haut, ce qui fait jaillir le genou, et le pied est dressé en l'air à angle droit. Le bras gauche est replié au-dessus de la tête, avec la paume de la main en l'air. Le bras fait une courbe étrange, comme s'il s'agissait de celui d'une poupée de son, mais cette courbure est due au fait que l'avant-bras présente une fracture ouverte à mi-chemin entre le poignet et le coude. On distingue le cubitus brisé dans la plaie béante. D'après les blessures qu'il avait, on voit qu'il avait été tué à coups de feu. Et ça a été confirmé par la suite par l'aveu de Hansen, parce que moi j'ai fait examiner toutes ces photos par des médecins légistes et par la police aux États-Unis. La tête est renversée en arrière. Outre la fracture déjà mentionnée du cubitus, la tête est la plus endommagée. D'après M. Hanson, qui a pu distinguer la partie dorsale du spécimen avant que le bloc de glace ne soit déposé dans sa caisse actuelle, toute la partie occipitale du crâne serait défoncée ou ferait défaut, et de la matière cérébrale en sortirait. Dans les profondeurs de la glace et dans cette région, on distingue d'ailleurs d'importantes traînées ou poches de sang. L'orbite droite est vide et sanglante. Le globe oculaire gauche est sorti de son orbite. L'éclatement de l'occiput et le fait que les globes oculaires ont déserté les orbites, l'un ayant même disparu, suggèrent que l'être en question a été abattu de face par plusieurs balles d'une arme à feu de gros calibre. La balle l'aurait atteint au cubitus, alors qu'il tentait sans doute de se protéger de l'avant-bras. Une seconde balle lui aurait alors pénétré dans l'œil droit, détruisant celui-ci, faisant jaillir l'autre de son orbite et produisant un large cratère à l'arrière du crâne, ce qui a dû provoquer sa mort immédiate.
Après avoir examiné ce cadavre sous toutes les coutures pendant 3 jours, Heuvelmans et Sanderson sont convaincus de son authenticité. Pour eux, ce n'est ni un mannequin, ni un assemblage macabre de morceaux de différents animaux. Il s'agit bien d'un être d'une seule pièce, totalement inconnu de la zoologie. Ce que je puis affirmer, en tout cas d'une manière catégorique, c'est que ce n'est pas un trucage, c'est qu'il y a les preuves absolues que le spécimen est authentique. Bernard Heuvelmans, inventeur de la cryptozoologie. Le problème, ce n'était pas pour moi, parce que moi je l'ai vu, et quand on a vu un être pendant 3 jours de très près, qu'on a examiné sa peau dans les détails, même sous une pellicule de glace extrêmement mince, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de doute possible dans mon esprit. Mais la difficulté est pour moi de faire passer ma certitude. Heuvelmans donc va se livrer à un examen très poussé. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Il va prendre de nombreuses photos. Et c'est au cours de cet examen très poussé qu'il remarque une odeur de putréfaction qui s'échappe de la vitre supérieure, que certainement il pense c'est la chaleur de son flash qui fait fondre la glace. Et Heuvelmans estime qu'il s'agit bien d'une chair en décomposition et non pas d'un mannequin. Alors, bien sûr, Heuvelmans, en tant que scientifique, va procéder par élimination. Il va envisager toutes les alternatives. Homme-singe, hybride, une créature composite, c'est-à-dire une sorte de montage. Mais, après avoir tout éliminé, il en revient à sa première idée. Il s'agit bien d'un être vivant. La question c'est, est-ce que c'était un vrai spécimen ou est-ce que c'était un fake? Parce que c'est ce qu'on a dit par après. Alors, on sait que Heuvelmans a passé 3 journées à observer, à faire des photos. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Sanderson a fait des croquis du spécimen et Heuvelmans a fini par tirer ses premières conclusions. Premièrement, il ne s'agit pas là d'un homme préhistorique, la glace est bien trop récente. Deuxièmement, il ne peut pas s'agir d'un faux, ni d'un mannequin en latex, parce que l'odeur de putréfaction le prouverait. Et donc, pour Heuvelmans, troisièmement, ce pourrait être au final un homme d'une sous-espèce inconnue ou un nouvel hominidé, donc un spécimen inestimable. Fort de ces observations, Heuvelmans va écrire une note scientifique dans laquelle il donne un nom à son spécimen, l'Homo pongoïde. Cette note sera publiée par le professeur Capard de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles. Cette nouvelle va faire l'effet d'une bombe dans la communauté zoologique et paléontologique. Est-ce que c'est une affaire qui a fait grand bruit à l'époque, ça, cet homme congelé du Minnesota? Oh oui, je crois qu'alors d'après les coupures de presse qu'on a encore au musée, c'est parti un peu comme une traînée de poudre. Les journaux américains ont commencé, puis après les journaux européens ont repris, donc ça a duré plusieurs semaines. Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne. Et puis Bernard Heuvelmans a été invité sur beaucoup de plateaux de télévision pour en parler. Oui, ça a fait le buzz, comme on dirait maintenant. Et ce qui est incroyable, c'est que le FBI, à un moment donné, se mêle de cette affaire. Ça, c'est un truc de fou. Mais oui, mais bon, à partir du moment où ça commence à sortir, où Heuvelmans commence à écrire, il est avec Sanderson à ce moment-là, qui est un personnage un peu trouble, qui a beaucoup de contacts, qui n'est pas très discret. Allez savoir si Sanderson n'a pas commencé à téléphoner à gauche et à droite, ou à vouloir en parler ou tirer la couverture à lui. C'était pas toujours la grande amitié entre Sanderson et Heuvelmans. Mais arrive le moment où, en fin de compte, le problème est là. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un homo, vous avez affaire à quelqu'un de notre genre. Et si cet homo a été tué par balle, c'est un crime. C'est plus seulement une bête abattue, c'est un crime. Donc, il faut trouver un coupable. Donc, il y a un assassinat. Donc, il faut chercher le tueur. Donc c'est là où, en fin de compte, le FBI a peut-être commencé à poindre le bout de son nez, et ce qui aurait visiblement apeuré Hansen pour qu'il abrège, en fin de compte, et qu'il disparaisse. Effectivement, suite à la note de Heuvelmans, le FBI commence à s'intéresser à ce cadavre qui semble avoir été abattu par balle et qui serait un homme. Très poilu peut-être, mais un homme quand même.
Voyant la police venir fouiner près de sa roulotte, Frank Hansen, le propriétaire du spécimen, décide de disparaître dans la nature avec son cadavre congelé. Il refera surface quelques mois plus tard pour exhiber à nouveau un homme-singe congelé. Mais cette fois, il s'agirait d'un faux, et plus du spécimen étudié par Heuvelmans et Sanderson. Mais malheureusement, la dépouille, l'homme congelé du Minnesota, comme on l'appelle, il va disparaître. Oui, absolument, il va disparaître. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Frank Hansen va retourner de foire en foire, exhiber un spécimen qui visiblement n'est pas l'original en fait, est une vague copie. Lorsqu'on compare les photos des expositions postérieures à celles de la dépouille originale, en fait, elles ne correspondent pas. On voit qu'il y a eu changement en fait de personnage. Donc il y avait un faux dans l'histoire. Il y aurait eu un vrai et un faux. Il y aurait eu un vrai, absolument, l'original, avec cette odeur de décomposition, et puis un faux. D'ailleurs, il faut noter que lors des expositions postérieures, en fait, personne ne notait une odeur de putréfaction. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, le vrai. On ne sait pas du tout. Il est peut-être quelque part aujourd'hui, sous une couche de glace floue, dans le Minnesota, où il a peut-être disparu. En tout cas, c'est dommage de ne pas pouvoir mettre la main sur un tel spécimen. D'autant plus dommage qu'avec ces rebondissements, plus personne dans la communauté scientifique ne va accorder de crédit à l'histoire de l'homme congelé du Minnesota. Elle aurait pu être simple, cette histoire, mais elle est compliquée. Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne. Sur les photos que nous, on a conservées au musée, il y a deux séries de photos. Une première série de photos qui est celle que Heuvelmans et Sanderson ont vue dans la roulotte de M. Hansen, donc en décembre 1969. C'est des photos qui nous poussent à nous interroger. Ensuite, Hansen a disparu et est revenu avec son homme congelé quelques mois après. Et là, les photos sont différentes. L'homme congelé a été décongelé, visiblement sa bouche est ouverte. Pour moi, c'est relativement clair que là, on a affaire à un mannequin. D'ailleurs, ce mannequin a été retrouvé dans des dépôts d'Hansen décongelés il y a quelques années. Donc, on sait qu'il y a eu à un moment donné un mannequin. Ça, c'est indéniable. Il y a un mannequin qui est entré en scène. Est-ce que le premier homme du Minnesota et le deuxième sont le même spécimen, ou est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose et que Hansen s'en est débarrassé, ou est-ce qu'il a été volé? Mais là, on rentre dans la théorie du complot et on n'arrivera jamais. Hansen est décédé maintenant, donc on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est troublant. Avant de mourir, Bernard Heuvelmans a cédé toutes ses archives, toute sa collection, résultat de 50 années de recherche cryptozoologique au musée de zoologie de Lausanne. Cette collection contient évidemment toutes les photos de l'homme congelé du Minnesota, prises par Heuvelmans en 1968. Là, on a vraiment affaire à un homme préhistorique, mais pas à un homo sapiens. Michel Sartori. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que sur ces photos, en regardant par exemple les mains ou les pieds de cet être, on va l'appeler comme ça, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est plus proche de l'homme que du singe? Parce qu'il a le pouce des pieds qui n'est pas opposable, déjà. Les singes ont la plupart du temps le pouce du pied qui est opposable, comme les doigts de la main. Et puis, les longueurs relatives des phalanges sont aussi assez proches des nôtres. Et puis, les grands singes, on les connaît tous, plus ou moins, je veux dire. Ça, c'est autre chose qui va un petit peu à l'encontre de l'existence de ces êtres, parce qu'on connaît 2 espèces de chimpanzés, 2 espèces de gorilles, et maintenant 3 espèces de orang-outans. Mais on les connaît, même si certaines ont été découvertes tardivement. Donc, c'est facile de faire la comparaison. C'est aucune de ces 6 espèces-là. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Mais quoi? Bernard Heuvelmans avait développé une théorie fascinante sur l'origine de son homme congelé. Heuvelmans pense que l'homme pongoïde qu'il observa en 1968 pendant 48 heures représente un descendant des Néandertaliens. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Il conclut que l'hypothèse d'une fraude ne tient pas et de conclure définitivement, on ne peut rêver preuve plus éclatante de l'authenticité du spécimen
que sa parfaite conformité avec l'anatomie des Néandertaliens, les plus spécialisés s'ils avaient poursuivi leur évolution jusqu'à nos jours. En fait, Heuvelmans va reprendre les théories d'un savant soviétique, Boris Porchnev. Ce dernier a la certitude que les hommes sauvages évoluent, connus depuis des millénaires et qu'on signale un peu partout sur la planète, sont des Néandertaliens attardés, comme le spécimen de l'homme congelé du Minnesota. Au début, j'étais très frappé. En examinant au fur et à mesure le spécimen, peu à peu, en regardant cette barre sourcilière, en regardant la structure des pieds qui sont très étonnants, qui sont extrêmement larges et avec les orteils recourbés vers le bas. Petit à petit, je me suis dit, Porchnev a raison. Porchnev avec lequel j'ai signé donc mon livre L'homme de Néandertal est toujours vivant, parce que c'était une idée de Porchnev. Moi, je n'ai fait qu'examiner un spécimen, mais lui avait prédit la survivance des Néandertaliens. À propos de cet homme, ce Néandertalien que j'ai examiné et qui a disparu malheureusement, on en trouvera bientôt un autre spécimen. Et les Soviétiques, cet été, ont lancé dans divers lieux 7 expéditions différentes. Ce sont des résidus de la nappe néandertalienne qui couvrait toute la région paléarctique, donc depuis les Pyrénées, où il y en a eu encore jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en Chine, Vietnam et peut-être au-delà. Ils sont descendus le long de certains fleuves là-bas. Et ce ne sont pas des populations, ce sont des individus épars. Ce sont des êtres qui vivent absolument comme des animaux, qui ne connaissent ni le feu, ni le langage, et qui sont pratiquement toujours solitaires. On connaît les époques où ils se rassemblent pour s'accoupler, puis la femelle reste avec son petit pendant un certain nombre de mois, puis lorsqu'ils grandissent, on connaît les époques qui se réunissent par des groupes d'adolescents, et puis ils s'éparpillent et redeviennent solitaires. Bernard Heuvelmans est persuadé que Hansen, le propriétaire de l'homme congelé, lui a menti sur l'origine du spécimen, ce qui expliquerait selon lui l'aura de mystère qui plane autour de cette affaire. Hansen, qu'est-ce qu'il dit? Michel Ballot. Eh bien, il va se contredire en permanence. Dans un premier temps, Hansen va dire qu'il a trouvé cette tête dans un bloc de glace, dans les eaux internationales, au large de la Sibérie, qui a été récupéré au bord d'un bateau, qui a transité vers la Chine, etc., etc. Ensuite, Hansen, aux questions de Heuvelmans, va dire qu'en réalité, la propriété n'est pas à lui, mais de quelqu'un qui désire conserver l'anonymat, soi-disant un certain millionnaire californien. Hansen se contredit, il ne sait pas trop quoi faire face à toutes les interrogations du scientifique. Et puis, en 1970, Hansen va encore changer d'avis et va écrire que c'est lui-même qui a abattu la créature au cours d'une partie de chasse dans le Minnesota. À ce stade de notre histoire, l'affaire de l'homme congelé du Minnesota est devenue tellement compliquée qu'il est maintenant totalement impossible de savoir d'où il vient. Heuvelmans raconte tout dans les moindres détails dans son livre avec ce titre provocateur « L'homme de Néandertal est toujours vivant ». Il sera invité dans de nombreuses émissions et dans de nombreux débats pour défendre sa théorie. Par exemple dans L'écran témoin à la RTBF dans les années 90. Je suppose que tous, puisque vous êtes des spécialistes, vous avez vu cet être congelé qui a été montré au professeur Bernard Heuvelmans. Alors, le professeur Heuvelmans, lui, est persuadé que l'homme de Néandertal existe encore.
Par la suite, quand j'ai étudié le spécimen sur les photos, les reconstitutions que j'ai fait faire à partir des photos, et que j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur les Néandertaliens, je me suis aperçu qu'il y avait eu des recherches soviétiques qui montraient que le pied du Néandertalien était un pied de grimpeur de rocher. Ceci est le décryptage grandeur nature de cette photo-ci, composite, faite de 4 photos différentes, donc de cet homme néandertalien pongoïde, c'est-à-dire à apparence d'homme singe ou d'anthropoïde. J'insiste bien, ce n'est pas une conception d'artiste, c'est un décryptage fait d'après les photos. Vous voyez cette face étrange avec ce nez très relevé qui n'existe en aucune race humaine actuelle, les mains aux doigts très allongés qui sont des mains d'un être qui doit ramasser des herbes, arracher des racines peut-être, les orteils retournés vers le bas d'un escaladeur de rocher, le pénis peut-être celui semblable au pénis rictus des Bushmen. Vous voyez ce thorax extrêmement puissant. Il ne mesure que 1m82-83, mais c'est cette abondance de poils qui le fait paraître tellement énorme et tellement effrayant pour ceux qu'il rencontre. Tout ce qui fait l'intérêt de cette créature, morphologiquement, c'est un homme. Marie-Jeanne Kaufmann, spécialiste des hommes sauvages. Enfin, à très peu de choses près, un homo, disons, enfin, c'est pas l'homme moderne. Je suis d'accord qu'il est trop tôt de parler d'un néandertalien. Tout l'intérêt de cette créature, c'est que ça n'est plus un animal et ça n'est quand même pas un homme. Yves Coppens, le célèbre paléontologue qui a découvert en 1974 en Éthiopie le fossile d'Australopithèque qu'il a surnommé Lucie, était présent sur le plateau ce jour-là. S'il ne tourne pas l'affaire de l'homme congelé en ridicule, pour lui, la théorie du néandertalien ne tient pas la route. Le peuplement de l'Europe s'est fait, contrairement au peuplement des autres continents, en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier peuplement avec sans doute l'Homo habilis et puis ensuite l'Homo erectus qui est représenté par 36 exemplaires à travers l'Europe. Et puis finalement, l'Europe a fonctionné comme une île, c'est-à-dire qu'en Europe, petit à petit, s'est distinguée une forme particulière d'homme qui est l'homme de Néandertal. Or, l'Europe était chrétienne, l'Europe a eu l'idée, la première, de se pencher sur son passé, et qu'a-t-elle rencontré, sans aucune préparation, un homme épouvantable, avec des grosses arcades orbitaires, avec un crâne plat. Ça a été un face-à-face effrayant. Alors depuis, tout ce qui est vilain et poilu, c'est Néandertal. Alors évidemment, les poils sur les ossements, ça se voit pas bien. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'il faille retenir l'idée de Néandertal. Par contre, restons attentifs à l'existence ou non de cet homme. L'affaire de l'homme congelé du Minnesota a débuté fin des années 60. 50 ans plus tard, il est clair que les connaissances scientifiques en zoologie, en anthropologie et en paléontologie ont bien évolué. Et justement, nous avons demandé à un éminent paléontologue, Éric Buffetot, chercheur au CNRS, quel regard il porte sur cette affaire et sur Bernard Heuvelmans. Bernard Heuvelmans, c'est le père de la cryptozoologie. Tous ceux qui l'ont connu disent que c'était un zoologiste quand même réputé, sérieux. Il avait quand même un vrai bagage scientifique. Tout à fait. Mais on lui dit qu'il y a un type qui expose dans une roulotte ou dans une fête foraine un grand homme singe ou on ne sait pas trop congelé dans de la glace. Il est à des milliers de kilomètres de là, il est aux États-Unis pour une autre affaire et il traverse quasi les États-Unis. Lui, il y va. Donc il a ce côté quand même s'il est scientifique, pour lui, je vais quand même aller jeter un œil. C'est sans doute bidon, mais je vais quand même aller voir, alors que je pense que les 3/4 des scientifiques auraient dit, un gars qui explose une pièce dans une fête foraine, n'y allons même pas, ça ne sert à rien. Lui, il y va, et il dit que c'est vrai. Ah oui, il est complètement convaincu. Et je pense qu'il est resté jusqu'à la fin de ses jours, qu'il avait vraiment vu un être réel conservé dans la glace, et ainsi de suite. Il a fait cet article dans une revue scientifique, et ensuite il a fait un livre bien connu sur la question. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment convaincu la communauté scientifique de la réalité de cette affaire, d'autant plus, et c'est là évidemment que tout va mal, que le spécimen a disparu. Le propriétaire
retiré de la circulation, disons, et on ne l'a jamais revu. Donc, il n'y a jamais eu de vérification possible de ce que c'était. On n'a jamais pu dégeler le spécimen ou faire des prélèvements dessus. On ne sait pas si c'était un être réel ou si c'était une maquette en caoutchouc, disons. Heuvelmans, à l'époque, lui, il va écrire un bouquin qui s'appelle « L'homme de Néandertal est toujours vivant », parce que pour lui, c'est une sorte de néandertalien relique. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est complètement impossible. Ce qu'il a vu, ou d'après les photos qu'on a de cet homme dans la glace, avec ce qu'on sait aujourd'hui des hommes de Néandertal, toutes les découvertes qui ont été faites depuis les années 60... Non, ça c'est totalement pas possible. Mais ça correspond à une image qu'on pouvait se faire encore de l'homme de Néandertal à la rigueur dans les années 60. Et encore, je pense que beaucoup de paléo-anthropologues en étaient déjà revenus. C'est-à-dire un homme très primitif, très velu, un homme singe en fin de compte. On sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal il était plutôt proche de nous, puisqu'on a encore des gènes néandertaliens dans notre génome. On s'est hybridé, nous, Homo sapiens, avec l'homme de Néandertal, etc. Donc, l'homme pongoïde, comme l'avait appelé Heuvelmans, ce n'est pas un néandertalien, quoi que ça puisse être. Pour que ce soit bien clair, il était congelé dans la glace, mais ce n'était pas un homme qui datait de plusieurs centaines de milliers d'années, parce qu'on voyait ses blessures à travers la glace. Exact, il avait apparemment pris une balle dans la tête. Donc il aurait été exécuté il n'y a pas longtemps. Oui. Et Heuvelmans a monté tout un scénario pour expliquer comment... il était arrivé là, et ça devient très compliqué, parce qu'à un moment, il évoque la possibilité que cet être ait été tué au Vietnam, et ensuite, c'était la guerre du Vietnam à l'époque, et rapporté aux États-Unis de façon plus ou moins clandestine, ce qui expliquerait aussi pourquoi le propriétaire était si réticent à le montrer, et ainsi de suite. Donc il y a tout un aspect romanesque qui fait un peu sourire, presque. Mais c'est ça qui est étonnant quand même, parce que imaginons même le propriétaire de cette exhibition qui est donc il a un spécimen d'1 m 80 qui est mi-homme mi-singe, on ne sait pas ce que c'est, sa valeur est inestimable. Si c'est vrai, il va à n'importe quel musée de zoologie, il l'offre aux scientifiques, on va s'arracher, on va lui payer sa dépouille je ne sais pas combien pour pouvoir l'analyser sous toutes les coutures. Et lui, il refuse ça. Il ne voudra jamais faire passer son homme congelé au rayon X. Ça sent quand même mauvais. Bien sûr. Et pourtant, Heuvelmans, il va rester convaincu de ça. C'est ce genre de choses qui, moi, en observateur extérieur, me paraît gros comme une maison, me dire attention, danger, on est sans doute dans un gros canular. Lui, non. Non, il part dans des explications compliquées en disant oui, mais si cet être a été introduit aux États-Unis clandestinement, le propriétaire risque des ennuis. Encore plus si c'est un être plus ou moins humain qui a été assassiné, en gros, ça devient encore plus grave. Donc il va trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles le propriétaire ne veut pas que le spécimen soit examiné de plus près et puis finalement le fait disparaître. Mais là, on a l'impression que Heuvelmans, il a envie d'y croire. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un de crédule. Je pense qu'il avait un esprit critique, certain. On voit d'ailleurs quand il démolit certaines histoires de cryptides qui ne tiennent pas du tout la route. Mais dans certains cas, et ça c'en est un, on a l'impression qu'il avait tellement envie de croire que c'était quelque chose de réel que finalement, il est allé jusqu'à chercher des explications vraiment tirées par les cheveux pour que ça soit la réalité et que ce soit la grande découverte cryptozoologique dont il avait rêvé toute sa vie. Heuvelmans, il connaissait du beau monde dans la communauté scientifique. C'était pas, il jouait pas en deuxième division. Avec sa formation en anatomie et le fait de toutes les dissections qu'il a déjà réalisées dans sa carrière, etc. C'est pas le dernier venu. C'est impossible que sur une période de 3 jours, parce qu'il a analysé cet homme congelé pendant 3 jours, il puisse être planté et avoir été berné par un mannequin, on va dire, ou une supercherie. Ça vous paraît crédible ? Oui. Moi, je dirais que la grande difficulté, c'est les conditions d'observation, parce que malgré tout, quand on voit les photos, les bonnes photos d'ailleurs, qu'il a publiées, c'est quand même dans un épais bloc de glace et on ne voit pas les choses avec une précision parfaite. Alors c'est exact, quand on lit la description qu'il en a donnée, elle est précise, elle est détaillée, et on se dit, oui, si c'est quelque chose d'artificiel, si c'est un mannequin, c'était fichtrement bien fait quand même.
Ensuite, il y a eu aussi des questions qui ont été posées à des spécialistes de la fabrication de mannequins pour le cinéma, par exemple. Et là aussi, on arrive à des conclusions qui sont divergentes. Certains disent oui, ça j'aurais pu le faire, c'est faisable. D'autres sont plus dubitatifs. Pour Chantal Ebonguet, chargée de communication au musée de zoologie de Lausanne et qui gère la collection léguée par Bernard Heuvelmans, il est tout à fait possible qu'il se soit laissé berner par un faux. Et ce, pour une très bonne raison. Il a une formation scientifique, il est biologiste de formation, zoologue. C'est un touche-à-tout, il a aussi fait du jazz, il a fait de la télévision, il a fait beaucoup de choses. C'était un homme, je pense, aujourd'hui on dirait que c'est un surdoué ou un hyperactif. Pas mal de cordes à son arc, effectivement quelque chose de, aussi d'un type de personnalité extravertie, loufoque, farfelu, très copain avec la jet set, avec le monde du spectacle et de la télévision, et un vrai scientifique. Donc il a ces deux aspects, c'est difficile de choisir entre les deux. Il avait très envie de trouver des hommes primitifs. C'est vraiment la quête qu'il a faite, c'est la quête de toute une vie. Il a cherché d'autres cryptides, mais les hommes primitifs, c'était vraiment un vrai intérêt. Je pense qu'il était, lui, persuadé qu'il allait en trouver, ou il avait très envie de le faire. Ce qui explique aussi qu'il soit allé et qu'il ait été crédule. Parce que, évidemment, quand on a très envie de trouver, on est un peu moins regardant sur ce qu'on trouve, je pense. David Deroy, le réalisateur du documentaire Bernard Heuvelmans, le rebelle de la science, s'est posé bien entendu toutes ces questions. L'affaire de l'homme congelé du Minnesota constitue une grande partie de son film. C'est bien normal, puisque cette affaire a été la plus importante de toute la carrière cryptozoologique de Heuvelmans. Et c'est ça le pitch du film, quoi. Comment en est-il arrivé là, finalement ? Aller voir un mannequin, un mannequin ou pas, on ne le sait pas. Enfin, si, lui, le sait. Mais donc, c'est un petit peu, c'est la clé, c'est l'aboutissement de ses recherches, ce pongoïde. Donc, effectivement, il y va. Au début, il n'y croit pas. Et puis, en l'examinant, c'est quand même un biologiste, le gars. Donc, il connaît son affaire. Donc, il décrète que c'est un spécimen authentique d'homme pongoïde. Enfin, il l'appelle pongoïde. Pongo, c'est le singe. Mais tout de suite, on le prend... on lui rit au nez, naturellement. Un scientifique qui découvre un homme singe dans un bloc de glace, ça prête à sourire. Et il est victime vraiment de son enthousiasme. Et à partir de là, on sent qu'on le décrédibilise, naturellement, lui qui était quand même scientifique rigoureux, mais s'est laissé aveugler par un forain, finalement. Il y a vraiment un avant et un après cet épisode. Oui, c'est vraiment en même temps, c'est un aboutissement dans sa quête, mais après ça, en même temps, c'est aussi la fin d'une époque, hein. C'est la fin des années 60, donc on n'est plus tellement dans cette aspiration au merveilleux comme dans les années 50 ou 60. Mais il écrit encore un livre là-dessus. On l'a tellement attaqué qu'il en est tellement écœuré qu'il va écrire un livre sur l'homme pongoïde, dans lequel il règle ses comptes, entre guillemets, avec la communauté scientifique. Et dans lequel il démontre toutes sortes de choses par rapport à la véracité de sa découverte. Mm-hmm. Est-ce qu'il y croira jusqu'à la fin de sa vie ? Est-ce qu'il soutiendra mordicus qu'il a vu un vrai spécimen et que c'était impossible qu'il se soit fait bluffer par un canular ? Mais en fait, il ne peut pas ne pas y croire. C'est cette fameuse dualité de Bernard qui était toujours entre le merveilleux et le scientifique. Donc là, on peut dire que la balance avait peut-être penché d'un côté, quoi. Mais je crois que quand on a envie de voir quelque chose, on le voit, c'est tout. Moi, je trouve que c'est possible, puisqu'il se soit laissé aveugler. Mais Bernard avait suffisamment de connaissances pour ne pas tomber dans le panneau. Mais bon, voilà. Ça aurait pu être son jour de gloire et puis ça a été son jour de perte. Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne. Jusqu'à l'homme du Minnesota, il avait relativement bonne presse dans la communauté scientifique des zoologues. Il était
considéré comme un peu marginal, mais il a été considéré comme un bon zoologue. Et l'affaire de l'homme du Minnesota l'a vraiment desservi complètement. Il était tellement persuadé, lui, qu'il avait eu affaire à un vrai homme sauvage et velu, que pour lui, les choses étaient claires. Il n'avait aucun doute là-dessus. Heuvelmans a énormément été critiqué. Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue. Il n'en reste pas moins que l'homme pongoïde. C'est une grande épopée dans l'aventure cryptozoologique. Que ce soit Heuvelmans ou Sanderson, jusqu'à la fin de leur vie, ils ont toujours été absolument persuadés que cet être était authentique. Egon Kragel, passionné de cryptozoologie. Et ils ont toujours regretté sa disparition, de ne pas pouvoir aujourd'hui présenter ce spécimen au public et aux scientifiques. C'est à la fois une affaire extrêmement fascinante, étonnante, mais en même temps extrêmement frustrante. Elle était très frustrante pour nos deux cryptozoologues. Ils l'ont dit parce que déjà, observer un tel spécimen sous une couche de glace était déjà assez frustrant, en fait. En 2013, un mannequin ressemblant à l'homme congelé du Minnesota, son cercueil réfrigéré et ses accessoires ont été mis en vente sur eBay pour la coquette somme de $20 000. C'est le musée de l'étrange au Texas qui en a fait l'acquisition. Si vous voulez le voir, vous devrez vous rendre là-bas. Mais n'oubliez pas, Bernard Heuvelmans a toujours dit que la vraie dépouille de l'homme congelé qu'il avait examiné avait été remplacée par un faux. Bernard Heuvelmans, vous en parlez au présent de cet homme de Néandertal? Oui, parce qu'il existe toujours. Petite devinette. Ma première apparition dans un lac écossais des Highlands remonte en l'an de grâce 535, mais ma popularité explose en 1933. Les photos censées me montrer sont tout le temps floues. Des scientifiques me traquent avec des sous-marins et des sonars sans jamais me trouver. Et tous ceux qui disent m'avoir aperçu me décrivent souvent de la même manière. Qui suis-je ? Un long coup, plusieurs bosses, pas toujours, parfois. On va quand même parler du champion, du plus connu de tous. Je vois où vous allez. Même les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la cryptozoologie. Je vois où on va arriver. C'est le monstre du Loch Ness. Nessie. Les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.